bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Notre 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. À mes côtés, il y a Théo et Shai, ou Shine, on peut l'appeler un peu de deux manières. Shai qui va nous poser les questions des auditeurs aujourd'hui. Absolument, mais d'abord on va commencer par un petit vocal envoyé par notre ami Pierre Armand. C'est Théo qui va nous le jouer pour commencer cette session du samedi. Alors je vais la découvrir en même temps que vous, j'ai pas écouté cette question qui t'a envoyé directement, Shai, donc je vous la passe en même temps que je la découvre. Salut l'équipe, j'espère que tout va bien. Écoutez, là j'étais avec la dame là, en train de discuter, la dame des 3 infos essentielles. On venait de faire une petite séance diapo sur ses vacances de cet été avec Antoine et on parlait de D-Rose là de manière informelle, totalement informelle. Et elle me disait combien c'était un joueur attachant en dehors du terrain aussi. Et puis sur certaines choses qu'il avait pu faire sur le terrain, mais pas forcément avec le ballon en main. On a pas mal de souvenirs, moi j'en ai beaucoup, et je voulais savoir quel était votre plus grand souvenir de D-Rose, qui n'est pas forcément un highlight. Voilà, donc dites-moi un petit peu, moi j'ai ma petite idée, je vous la dirai peut-être un peu plus tard, je retourne avec la dame, elle m'attend. Alors, plus grand souvenir de D-Rose, qui se lance? Moi, j'en ai plusieurs. J'ai déjà répondu dans le CQFR d'hier. Si on est sur du hors-terrain, il y a le moment notamment où on l'a rencontré avec Théo, d'ailleurs. Donc, c'était toute une journée spéciale organisée par Adidas où Derrick Rose était de passage à Paris. Attendez, pardon, excusez-moi. Hop là. Et au cours de cette journée, il y avait donc aussi une soirée dans une villa dans Paris. Une soirée avec... pas mal de célébrités invitées par Adidas, pas mal de monde, tout le monde qui voulait un peu se montrer, un peu profiter, un peu, pas forcément que se montrer, mais aussi forcément profiter du cadre. Tu manges gratuit, tu bois gratuit, il y a de tout, il y a des femmes, il y a des hommes, etc. Bref. Et dans cette soirée mondaine, Derrick Rose, qui était là, lui, en fait, le seul truc qu'il tentait, qu'il branchait, c'est qu'en fait, il jouait à la Play. Il y avait un grand écran avec une Play et il jouait avec son pote à la Play et il n'avait pas du tout envie d'entertainer les gens, ce que je comprends d'ailleurs, ce que je respecte absolument d'ailleurs au maximum, ce que je trouvais même très drôle et plutôt cool. Donc lui, il a passé juste la soirée à jouer à la Play, il n'avait rien à faire du reste. Ça serait un truc hors terrain. Après... des souvenirs hors highlight, j'en parlais un peu hier matin, mais il y a un truc qui m'avait beaucoup saoulé, c'était tout le truc autour de son retour de blessure. En plus, moi, j'étais fan, donc j'attendais avec énormément d'impatience. La communication des Roses était dégueulasse, la communication d'Adidas était dégueulasse, la communication de sa famille, c'était une catastrophe avec son grand frère, la communication des Bulls aussi. Bref, tout ça, tous les trucs autour de ses retours, et notamment du premier retour, sont des souvenirs un peu moins agréable, mais voilà, ça c'est pour le hors-terrain. Après, sinon sur le terrain, j'en ai tellement des souvenirs du joueur exceptionnel, que ce soit des game winners, des actions. Il y en a un paquet. Et c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Je vais enchaîner. Alors sur hors-terrain, je vais partir de la même anecdote quasiment qu'Antoine, effectivement, qu'on a eu l'occasion de faire l'interview. Alors au début, c'était quand Rivers, c'était encore un magazine, mais c'est l'interview qu'on avait ressorti pour le numéro spécial Chicago. Et faut savoir que à ces occasions-là, déjà, tous les médias n'ont pas droit à avoir un créneau d'interview one-on-one. Souvent, il y a des moments où les différents médias sont réunis lors d'une espèce de conférence de presse et chacun peut y aller de sa petite question. Mais après, il y a peu de médias finalement qui ont l'opportunité d'être en 1 contre 1 avec Derrick Rose. Nous, au Shai, tous les deux, on avait eu la même chance avec Damian Lillard quelques années plus tard. Mais c'est jamais des temps très longs en fait. Et t'as beau expliquer que tu fais un magazine un peu intemporel, que t'as besoin de temps pour aller chercher de la matière et pas simplement poser les questions d'actu quasiment qu'on lui pose sur toute sa tournée, parce que dans ces cas-là c'est toujours pareil en fait. Les athlètes sont sur des tournées promotionnelles partout autour du monde et en gros je pense que 80% des questions qui leur sont posées sont les mêmes qu'ils soient je sais pas, en Hollande, au Japon, en France ou en Belgique ou peu importe. Et donc c'est toujours un exercice un peu particulier sur un temps réduit et nous, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, et c'est ce qu'on avait fait pour Derrick Rose, c'est de choisir une thématique très précise de manière à essayer d'intéresser l'athlète et pour
dans le cas de Derrick Rose, c'était très simple. Nous, on avait vraiment axé que des questions sur Chicago, mais pas simplement les Chicago Bulls, mais les légendes du streetball local, des légendes universitaires, mais qui n'ont peut-être pas percé jusque chez les pros, quelque chose même de culturel. Je me rappelle que la dernière question, c'était sur Kanye West. Alors, c'est Kanye West de l'époque, on ne connaissait pas encore tout le personnage, mais c'était sur la musique de Kanye West. Et moi, j'avais été agréablement surpris parce que ça a marché, quoi. Franchement, il était intéressant, moins timide que l'image qu'on s'en fait. En fait, moi, je m'attendais à tomber un peu sur un mur, un mec fermé et tout. Et il avait été hyper agréable. Et nous, la grosse frustration, c'est que manifestement, ça se passait bien. Lui était content de répondre aux questions. Et au bout d'un moment, on dit, faut s'arrêter parce qu'il faut s'arrêter. Et puis après, on s'arrête et puis on voit que derrière, il n'y avait rien de spécial, quoi. Ils faisaient des photos avec les uns les autres. Il n'y avait pas de raison particulière pour que l'entretien s'arrête. Mais c'était resté un très, très bon souvenir, vraiment. Ce moment-là, moi aussi, j'y croyais fort. C'était au moment de son premier retour, hein, Antoine, on est d'accord. C'est ça. Il allait revenir pour la première fois. Ouais, donc, c'était ça. Voilà. Donc on y croyait fort. C'était une équipe, nous, qui nous faisait plutôt kiffer au sein de la rédaction. Je pense que tout le monde se retrouvait derrière cette équipe de Chicago qui avait beaucoup une identité très forte. On avait même pu en parler la semaine dernière quand quelqu'un nous parlait des équipes avec des identités fortes. Et voilà, moi c'est mon meilleur souvenir de Derrick Rose hors terrain. Après, comme Antoine, si je devais en citer un sur le terrain, c'est peut-être absurde, mais je pense que le dunk sur Dragic, c'est vraiment un des dunks les plus ouf que j'ai vu de ma vie, je pense. En fait, la hauteur, l'explosion, la puissance du dunk, quand je pense à Derrick Rose, c'est l'image qui me revient en tête en premier. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer du coup, mais pour le terrain et strictement le terrain, je repense c'est le Game 3 de la demi-finale de conférence 2015 contre les Cavs. Et il met un buzzer beater à 3 points pour assurer la victoire des Bulls ce soir-là. Et c'était le moment où justement on se disait ça y est, il revient. Après toutes les années de galère, il va revenir et ramener Chicago là où l'équipe doit être. Et puis je me souviens que derrière l'écran, le bruit incroyable qu'il y avait dans la salle, c'est le genre de match où tu te dis, ou d'événement où tu te dis que j'aurais aimé être là-bas. Et donc, on va enchaîner avec une question d'un auditeur. Et on va commencer par une question de Guillaume qui nous dit « Salut messieurs, l'annonce presque simultanée du retrait du maillot de Vince Carter à Toronto et de Tony Allen à Memphis m'interroge et j'aimerais bien votre avis sur cette question. Est-ce que les franchises ne retirent pas trop de maillots ? Pour moi, retirer un maillot signifiait honorer quelqu'un qui a vraiment marqué la franchise, mais qui surtout a gagné des bagues ou des titres de MVP, par exemple. Encore pour Carter, je comprends car c'était la première icône de la franchise des Raptors, mais je comprends déjà moins pour les Nets. Et ici, pour Tony Allen, je trouve ça discutable. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'avant, on retirait moins de numéros ? Moi, alors, je comprends la notion de titre. Moi, je pense quand même que le plus important, c'est de savoir qui a marqué l'histoire de la franchise. Parce qu'on sait déjà que toutes les franchises n'ont pas gagné de titre, quoi. Donc, déjà, ça réduit. Et effectivement, t'en parlais, je crois, Shai, la semaine dernière dans le CQFR. Quand t'es à Boston, t'as intérêt... même gagner un titre, ça te garantit même pas d'avoir ton maillot retiré. Tellement il y a de légendes, tellement ils ont gagné de matchs, de trophées, etc. Donc, pour moi, c'est plus la notion de marquer. En ce qui concerne Vince Carter, j'étais extrêmement surpris quand les Nets ont annoncé qu'ils allaient retirer son numéro, je vous le cache pas. Toronto, ça avait beaucoup plus de sens pour moi, même s'il n'a pas gagné de titre, même s'il est parti assez salement, chose qui est souvent oubliée, je me permets de le replacer. Il a quand même, ça a été le joueur qui a transformé cette franchise, qui a impulsé une passion du basket au Canada vraiment différente. N'importe qui, enfin les Canadiens, si vous en connaissez, vous le diront, ça vraiment... Il y a le documentaire qui s'appelle The Carter Effect qui est vraiment là-dessus. C'est la pierre fondatrice peut-être de l'accélération du Canada. En tout cas, parce qu'il y avait du basket au Canada avant, mais c'est quand même l'accélération, je pense. Pour Tony Allen, ce qui me surprend, c'est que il a participé... C'était un joueur emblématique de cette équipe de Memphis, mais je suis hyper étonné que ça soit le premier, en fait. Je me dis, pourquoi c'est pas Marc Gasol Non, il a retiré. Ils ont retiré aussi. Ils ont déjà été retirés. Ouais. Pardon. Ok, j'ai cru que c'était le premier de ce groupe-là dont le maillot était retiré. Il y a déjà eu Zibo et Marc Gasol, déjà. Ok, autant pour moi. Alors, faites bien de me corriger, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'avait le plus surpris. Après, voilà, effectivement, il a marqué cette époque. Est-ce que c'est peut-être qu'il faut être de Memphis pour se rendre compte? C'est ce que j'allais dire. Les gens de l'extérieur doivent dire, bon, bah,
Ouais, Tony Allen, mais en fait, et c'est le plus important peut-être au final. C'est si les gens de Memphis ont été marqués par ce mec-là, c'est le plus important finalement, je pense. Exactement, et c'est quoi est-ce qu'il y a d'autres maillots qui avaient été retirés avant ceux de Marc Gasol et Zach Randolph pour les Non, Grizzlies? Je non, pense c'est le pas, tu troisième vois. maillot retiré. Donc je pense qu'ils sont à... Voilà, ça me choque pas particulièrement, je suis étonné, mais par contre, moi j'aime bien quand même le côté de me dire, t'es pas obligé d'avoir été le franchise player de ta franchise pour avoir eu un impact et pour qu'on te rende hommage en fait. Par exemple, tu vois, un mec comme Robert Torrey, au bout du compte, je pense que son maillot sera retiré dans aucune des franchises dans lesquelles il a joué. C'est un mec qui a marqué quand même. Je dis pas que son maillot devrait être retiré par les Lakers ou par d'autres équipes, mais ça a quand même été un joueur emblématique qui a été un acteur majeur finalement des titres que ces équipes ont remportés. Donc je trouve ça plutôt sympa pour Tony Allen. Voilà, en tout cas, je suis pas contre. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, il a dit qu'il mériterait le Hall of Fame, Robert Torrey, et que c'est pas un hasard s'il a 7 bagues, etc. Et qui mériterait d'être Hall of Fame. Il a désespéré tellement de fanbase que ce serait mérité. Hein. Lui, il aurait des maillots retirés pour d'autres raisons, lui, par toutes les équipes qu'il a martyrisées. moi, je pense que chaque franchise a ses raisons, tu vois, de retirer un maillot, et qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une raison universelle aux 30 franchises parce que ça n'aurait pas de sens. Tony Allen, moi, je comprends aussi du côté de Memphis. Tu as très bien résumé. Au final, il y a une histoire courte. Il y a une seule équipe qui a vraiment marqué les esprits, et lui, il était le visage, ou il l'appelait, c'était quoi, le Greenfather finalement. Ouais. Il l'appelait, c'était le parrain de Grindfather de cette époque, Grit and Grind. Donc quelque part, c'est logique. Après, oui, si tu te dis, tu prends le joueur en tant que lui-même et tu te dis, ouais, est-ce qu'on retire aussi le maillot de ces joueurs-là, t'as pas fini. Mais là, voilà, c'est propre à Memphis. Pour la question, je ne sais pas s'ils retiraient moins de maillots avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dès qu'une franchise ouvre une porte, tu l'ouvres pour les 29 autres, en fait. Ah, machin, il a été honoré dans telle équipe et il avait tel rôle. Donc, pourquoi moi, qui ai eu tel rôle dans telle équipe, tu vois? Et je pense qu'on est un peu dans l'ère de la célébration, de toute façon, depuis, je l'ai déjà dit une fois dans un CQFR, c'est très à la mode. Donc on rate jamais une occasion de célébrer, et quelque part pourquoi pas. Moi je trouve que les Grizzlies, aux Grizzlies ça a du sens, et Toronto, je pense à Vince Carter, je crois que dans les CQFR je l'ai déjà dit, autant aux Nets je comprends pas. Le seul intérêt que ça a eu finalement de le retirer aux Nets, c'est qu'ils ont forcé la main des Raptors, qui apparemment avaient bel et bien l'intention de retirer Kyle Lowry en premier. J'avais lâché ça en théorie, je me suis dit, ouais, ça doit être le truc pour Toronto. Et effectivement, c'est apparemment bel et bien le cas. Les Raptors voulaient d'abord retirer Kyle Lowry. Puis voilà, les Nets leur ont forcé la main. Très bien. Après, voilà, la franchise, tu vois, ça peut paraître étonnant, mais les gens de la franchise se rappellent aussi dans quelles conditions Vince Carter est parti. Donc, je serais pas étonné que ce soit pour ça qu'il se soit dit, on va d'abord retirer celui de Kyle Lowry, il nous a donné un titre. Et puis Carter, bien sûr, on le retirera, mais après, c'est ce que je me dis, quoi. Possible. Et question de Morgan. Un grand merci pour tout votre travail, je vous écoute toute la semaine et j'adore vos MOOC. Je suis en train de lire celui des Spurs et j'ai fini celui sur les Bad Boys où Shai faisait un article sur le Woj. Pour l'anecdote, Shai dans l'article avait prédit que ce dernier voulait se concentrer sur sa famille. Du coup, cela ne m'a pas étonné que le Woj arrête cette année. Je lis ce passage histoire de m'auto-lancer des fleurs pour dire que j'avais prédit qu'un jour peut-être qu'il arrêterait avant l'âge légal de la retraite. Voici ma question. J'adore Jimmy Butler, je trouve que c'est l'alpha dog suprême et son histoire est un biopic hollywoodien. Mais je me pose la question sur son éventuelle intronisation au Hall of Fame. Quels seraient ses critères pour y prétendre et qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Pour ma part, j'ai un doute et j'ai peur que l'on oublie sa legacy après sa retraite. Théo, je te laisse commencer. Président du comité de défense butlerien. Alors, c'est une excellente question parce que le Hall of Fame, c'est quand même un sacré fourre-tout au bout du compte. C'est pas, voilà, les gens qui y sont ont tous fait des belles carrières, hein, c'est pas ça la question, mais je me rappelle de propos du regretté Jerry West qui disait que c'était un peu maintenant, que tout le monde et tout et n'importe qui pouvait entrer au Hall of Fame. Il disait il va falloir finir par créer un autre truc plus élitiste dans lequel il n'y ait que des gens qui ont vraiment fait des carrières qui leur ont permis de gagner notamment. Le Hall of Fame étant ce qu'il est, c'est une bonne question. Je pense qu'il a quand même la plupart des critères nécessaires en termes de nombre de fois où il aura été All-Star dans une All-NBA team, nombre de points marqués. C'est quand même un mec qui a emmené 2 fois son équipe en finale sans avoir... si, la deuxième fois avec Bam Adebayo, mais qui avait complètement émergé, mais un petit peu quand même sur ses épaules qui a emmené ses équipes jusqu'en finale NBA.
c'est un joueur qui est respecté par ses pairs. C'est aussi un des critères, je pense, importants pour que ça marche. Donc moi, je serais pas étonné que Jimmy Butler aille au Hall of Fame. Après, encore une fois, des fois, je regarde le Hall of Fame, j'ai l'impression que c'est un peu, dès que tu as joué plus de tant d'années et que tu as été un petit peu All-Star, tu as une chance d'être au Hall of Fame. Donc, et moi, je lui souhaite, parce que j'adore le joueur, comme vous le savez. Je pense qu'il a une chance d'y aller. Mais dans ma vision de ce qu'est ou ce que devrait vraiment être le Hall of Fame, je sais pas si même moi, tu vois, je le considérerais comme un candidat si d'autres joueurs, comme par exemple Vince Carter, y étaient pas, ou d'autres, tu vois, où je me dis, bon, bah oui, c'était des très bons joueurs, mais finalement, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame, quoi? Si même Théo a pas envie de candidater pour Jimmy, c'est foutu, je crois. Non, non, je le ferai, tu vois, je le ferai avec plaisir parce que voilà, encore une fois, je trouve que c'est un joueur super fort, sans doute sous-coté, etc. Tout dépend, ouais, voilà, tout dépend ce qui est censé être ce club de moins en moins fermé, quoi. Moi, je suis d'accord avec Théo. Je suis en train de regarder son palmarès. Donc, il a 5 All-NBA, mais aucune first. Il a des All Defensive, aucune first, mais il a quand même des All Defensive. Il a un trophée d'MIP, 6 All-Star Games, 2 finales NBA. Jamais dans le top 10 du vote pour le MVP, je crois, de ce que j'ai vu. Mais en même temps, tu sais que c'était un des meilleurs joueurs de sa génération. Je sais pas, c'est très compliqué, hein. Franchement, je pense que moi, pareil, avec les mecs qui rentrent là, je me dis, bah, pourquoi lui, il y serait pas, quoi. Je vais reprendre tes propos, hein. Ma vision du Hall of Fame serait un peu plus élitiste et du coup, il y aurait pas Jimmy Butler dedans, je pense. C'est pour ça qu'il faut faire les étages, les différents étages de la pyramide de Bill Simmons. C'est sympa, genre une petite étage honorifique et puis tout là-haut, ils sont 5, quoi, tu vois. Bon, après, c'est. Alors, sur le critère de célébrité, je pense il a été moins célèbre qu'un Vince Carter, par exemple, qui a pas un il a un meilleur palmarès, par contre, quoi, Butler. Pardon. Du coup, je fais regarder le nombre de l'NBA de Vince Carter, il en a 2. Voilà, c'est ça. Vince Carter, c'est pour le côté fame, pour le côté icône culturelle, presque, avec les dunks et tout. Enfin, donc, c'est. Butler, après, il y a l'histoire qui est bien, quand même. Elle est inspirante, l'histoire de Butler. Il a quand même trimé, il vient de très, très loin. Lui, ça va être un vrai cas compliqué. Parce que hier matin, on se demandait pour Derrick Rose. Derrick Rose, il peut arriver et dire bon, les gars, j'ai été MVP, j'ai été une icône pendant quelques années. Vous allez pas, il y a machin qui est Hall of Fame, vous allez pas ne pas m'y mettre. Butler, t'as raison, parce qu'il y a ce palmarès-là, mais est-ce que c'est une icône de son temps? C'est difficile. Il joue à une époque où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'icônes. Donc, moi, je pense quand même qu'il y sera. Je pense qu'il y sera, mais pas first ballot, quoi. Alors, question suivante. Et je vais d'abord lire le message avant, parce qu'il y a des questions pour Théo dedans. Ah. Alors, message de Bonisseur de la Batte qui nous a dit qu'au cours de ses déplacements cette année, il nous avait écouté en République dominicaine, en Mongolie, en Argentine, au Brésil, en Même Floride. Pas, il invite. Même pas, il invite. Il nous a écouté par moins 30 dans la neige des faubourgs d'Oulan-Bator, c'est pour dire. Il faudrait qu'on ait regardé sur YouTube un peu les endroits où on est écouté. Je pense que c'est que toi qui diversifie un peu le. Et donc depuis 3 ans maintenant, il nous dit, il te remercie Théo, il dit merci à Théo d'exprimer ce que nous pensons tous tout bas sur l'état de nos playgrounds extérieurs en France. Dans un mail, il nous a joint des photos qu'il a prises de playgrounds un peu partout dans le monde et dans des pays qui sont pas forcément qu'on n'imagine pas forcément dotés de ces terrains-là. Peut-être qu'on essaiera de les intégrer dans la vidéo. Sa question porte sur Joel Embiid. Il nous dit, vous avez souvent exprimé des doutes sur sa capacité à mener une équipe au titre, ou tout simplement être décisif dans les moments importants. Personnellement, j'étais plus indulgent jusqu'à peu, en mettant beaucoup sur le compte de la malchance, des blessures, etc. Cependant, les Jeux Olympiques m'ont fait changer d'avis. Sur le point de remporter le premier titre de sa carrière, il ne m'a jamais paru concerné. Plus focalisé sur ce qu'il se passait en tribune que sur le jeu, benché la plupart du temps, dont un match entier, ridiculisé par Victor Wembanyama en finale, il s'est fait, me semble-t-il, manger le cerveau par le public et, à part une bonne séquence en demi-finale, a traversé le tournoi comme une ombre. À mon sens, il a démontré son incapacité à faire preuve de concentration, en tout cas de la concentration nécessaire, dans un contexte d'adversité forte pour mener une équipe au titre. Mon avis sur son compte a donc un peu shifté, comme sur Ja Morant le jour où il a dégainé son premier gun. En voyant cela, la super extension de 3 ans à 65 patates la saison me semble particulièrement inopportune pour Philadelphie. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils n'avaient pas le choix, quelque part, d'une certaine manière. En fait, les contrats, on le dit souvent, l'argent, c'est pas tant lié juste à ton niveau de jeu, c'est des situations. Et aujourd'hui, les Sixers, ils n'ont pas d'autre choix que de le prolonger,
que de lui donner le plus d'argent possible parce que c'est leur meilleur joueur. Et c'est même si j'ai mes réserves évidemment, bah, c'est quand même un joueur qui a le talent pour peut-être te mener au titre. Et il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça, et ils ont la chance d'en avoir un. Et quand tu en as un, tu dois tout faire. Ça sous-entend payer en sachant que peut-être que dans 3 ans, il aura plus ce niveau, il aura plus ce corps. Tu vois, il sera peut-être sur le déclin physiquement, mais j'ai pas le choix. Si je veux le garder maintenant, il faut que je le paye. Donc moi, sur le contrat, pour Philly, j'en pense rien. Je me dis qu'ils n'ont pas d'autre choix. Après, sur les JO, je trouve que c'est très intéressant comme remarque. À la fois, j'ai pas envie d'y prêter trop attention parce que je me dis que quelque part, c'est les Jeux Olympiques et il y a des joueurs américains qui viennent en vacances. Et puis, il y a quand même eu des moments où il a été bon. Et d'un autre côté, je me dis, le mec a quand même choisi les États-Unis pour jouer les JO. Vraiment, c'était son objectif, etc. Tu vois, tu t'attends à retrouver un mec dominant. C'est pas forcément le cas sur la compète. Du coup, je sais pas, je suis un peu partagé. J'en tire pas de grandes conclusions, tu vois. Je fais pas une grosse analyse là-dessus. Je pense que le contexte NBA est différent, le contexte des playoffs NBA est bien différent. Mais oui, peut-être que quelque part, ça illustre en partie Joel Embiid. Après, voilà, je le dis sans aller trop loin dans l'analyse quand même. Ouais, pour le contrat, c'est marrant parce qu'Antoine, tu disais, ouais, je crois qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, j'ai l'impression que personne n'avait le choix, quoi. Parce que Joel Embiid non plus, il n'avait pas tant le choix avec son historique de blessure. Il était obligé aussi de prendre ce contrat. C'était quand même le truc le plus sûr pour lui aussi. Je rejoins ce que tu as dit. Pour Philadelphie, de toute façon, c'est le joueur sans qui rien n'est possible. Donc, si tu l'as pas ou si tu risques de le perdre, autant repartir de zéro. Parce que tu l'as dit, des joueurs comme ça, il y en a 6 peut-être sur les 500 mecs ou 4 qui gravitent autour de la NBA. Donc, tu es obligé de le valider. Pour sa capacité à mener une équipe jusqu'au titre, moi je reste sceptique quand on en avait parlé, mais c'est vraiment un scepticisme qui est pragmatique en fait. C'est son incapacité jusqu'à présent à être soit sur le terrain, soit performant sur le terrain au moment où ça compte, vraiment. Voilà, c'est ça qui me fait me dire bah non, moi si j'étais parieur, je parierais pas sur ça parce qu'il y a un historique qui est trop lourd et il prend de l'âge et maintenant c'est des blessures qui sont récurrentes au même genou, donc c'est quand même tout ça, c'est des éléments qui moi me poussent à être prudent, sachant que c'est malgré tout l'un des mecs qui effectivement peut te faire gagner le titre, que cette équipe elle a jamais été aussi bonne, ou du moins sur le papier le roster a jamais été aussi talentueux que depuis qu'ils ont préféré Tobias Harris à la place de Jimmy Butler, comme Jimmy Butler aime le raconter, Tobias Harris over me. Donc voilà, je comprends si t'es fan des Sixers, c'est l'année où t'as le plus de raisons d'être optimiste, et moi je reste quand même un petit peu pessimiste, et c'est vrai que c'est peut-être un peu rageux, mais son airball là, aux Jeux Olympiques, là, après avoir demandé au public de huer et derrière il fait un airball à 3 points, il a quand même bien fait kiffer. Alors bon, Philadelphie veut aller au bout du process, ça a commencé avec Embiid et je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et puis alors c'est presque bien même pour la fanbase parce que les fans commençaient à se demander il n'y a pas si longtemps que ça s'il n'allait pas prendre la franchise en otage, mais dans le sens transférez-moi parce que je suis pas content. Et ça les aurait mis dans une position quand même indélicate. Là, au moins, il est sous contrat. Il y a toujours moyen de bouger éventuellement, mais ils sont moins dépendants de son humeur et de ses envies presque. Et il y a toujours la possibilité que ça marche bien et qu'il soit ce joueur qui les emmène jusqu'au titre. Je trouve qu'avant sa blessure, avec Nick Nurse, ça marchait bien et même bien mieux que ce qu'il a connu avant. Donc là-dessus, je pense il faut avoir de l'espoir, mais il y a les red flags que vous avez évoqués et qui me paraissent quand même importants aussi. Donc voilà, moi je vais aussi partie plutôt des sceptiques, mais dans l'espoir qu'il soit à la fois en bonne santé et capable de mener l'équipe loin. Ils ont une belle équipe cette année, ils ont un bon coach. Pas de raison qu'ils ne puissent pas créer la surprise ou embêter un peu ne serait-ce que les Celtics. Voilà. De toute façon, c'est ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est cette année, il n'y a aucune excuse en fait. Parce que tu as un excellent coach, un roster qui est hyper complémentaire, qui est fourni. Là, il n'y a plus d'autres excuses si ça ne marche pas. Et c'est ça qui va avec le statut de franchise player et le salaire de franchise player. C'est que là, si ça ne marche pas, tu te retournes vers ta star, quoi. Question de ND Madiba. Je suis un fan de basket depuis peu et j'ai parfois du mal à juger de l'importance en NBA d'avoir un bon coach et un bon GM. Est-ce si déterminant quand on a déjà un bon effectif ? D'après vous, les Mavs de l'année dernière, coachés par le meilleur coach de la ligue, Eric Spoelstra, en coulisses par exemple, avec Pat Riley en coulisses par exemple, auraient pu battre des Celtics coachés par le plus mauvais coach de la ligue. Les Spurs auraient-ils plus d'une bague sans Popovich ?
Y a-t-il eu des champions NBA mal coachés? Voilà, il nous demande à quel point c'est important. Est-ce qu'il y a déjà eu des champions NBA mal coachés? Enfin, coachés avec un coach lambda, quoi. Mal coaché, je pense pas en fait. Parce que, on dit tout le temps, voilà, en NBA, c'est les 405. Enfin, il y a que 450 places. Il n'y a que 30 places de head coach. Je veux dire, alors on peut avoir ses réserves ou ses critiques sur certains entraîneurs, mais je pense pas qu'il y ait de mauvais coachs ou d'incompétents en fait. Ça je pense pas. Pour répondre à la question, c'est essentiel en fait, je pense. Et si tu veux aller loin, c'est une des raisons qui explique finalement qu'il y ait peu de franchises qui aient gagné des titres NBA. C'est que c'est globalement celles qui sont les mieux gérées qui te permettent d'aller au bout. Et au-delà d'avoir un bon GM et un bon coach, je pense que c'est essentiel d'avoir un bon GM et un bon coach qui s'entendent. Alors, il y a des contre-exemples. Hein, les Bulls avec Jerry Krause qui détestait Phil Jackson et vice-versa sur la fin de leur aventure commune. Mais malgré tout, même s'ils se détestaient pour des raisons personnelles, d'un point de vue fonctionnement, en fait, ils étaient sur la même longueur d'onde. On voit bien, je veux dire, quand Jerry Krause décide de faire venir Dennis Rodman, par exemple, c'est pas contre l'avis de Phil Jackson, c'est parce que Phil Jackson se dit, bah si, moi ça m'intéresse, je pense que je peux bosser avec ce gars-là. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir un bon GM et un bon coach, et tout aussi essentiel le fait qu'ils soient sur la même longueur d'onde et qu'ils aient les mêmes objectifs. Ouais, moi, je pense aussi que c'est déterminant au max, quoi. Souvent, on dit que ça part de la pyramide. Je serais presque, alors c'est moins vrai, mais presque jusqu'à dire que même le propriétaire a un impact d'une manière ou d'une autre. Et après, oui, le GM, le coach, c'est évident. Je n'ai rien à rajouter de plus que ce que tu as dit. Pour reprendre les exemples qu'il a donnés, je pense que les Spurs auraient clairement potentiellement une moindre vague si tu remplaces Popovich par un. Le terme mauvais coach n'est pas forcément le bon, en fait. Je ne sais pas si les gens sont tous mauvais. Il y a des gens moins qualifiés que d'autres. Mais il y aurait forcément eu des résultats différents sur n'importe quelle grande équipe si tu la remplaces par un coach moins performant ou moins ouvert d'esprit ou moins dans la discussion ou quoi que ce soit. Ça me semble moins évident. Pardon, vas-y, Shai. Vas-y. Non, je disais juste que après, on peut se demander si tel coach aurait fonctionné dans telle situation. Moi, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'il y a des coachs qui, de par leur niveau et leur vécu, je pense, sont plus adaptables que d'autres à différentes situations, et d'autres qui marchent vraiment dans un contexte particulier. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, en fait. Hein, c'est juste qu'il leur faut des conditions particulières pour réussir. Donc, c'est pour ça que la question, est-ce qu'avec un tel, ils auraient gagné? Est-ce que sans Pop, ils auraient... Ouais, je pense que sans Popovich, ça a été un mariage qui a bien fonctionné quand même. Et puis en plus avec R.C. Buford, l'attelage GM coach, parfois, il est vraiment décisif pour les Spurs. En tout cas, dans l'optique de faire une dynastie, je pense que là, c'est vraiment crucial. Après, ponctuellement, tu peux gagner avec un coach qui semble pas être un des meilleurs all-time. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand t'as Tim Duncan, t'as une chance de gagner des titres, en fait. Que ça soit avec Popovich ou d'autres. Mais par contre, c'est ce que tu dis, arriver à performer dans la durée. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, je pense, dont il faut avoir conscience pour les entraîneurs, c'est que c'est comme les joueurs, en fait. C'est une carrière, c'est pas rectiligne, en fait. C'est qu'il y a des moments où tu vas faire des bonnes saisons parce que tout fonctionne dans ta tête et dans ton groupe. Et c'est pas parce que tu te plantes une année que tu es forcément fini en tant qu'entraîneur. Et c'est pas forcément parce que tu as gagné le titre une saison que tu vas pouvoir gagner encore et encore. Je prends l'exemple de... Ah, c'est fou, son nom m'échappe, mais... le coach des Lakers dans la bulle qui était Orlando avant. Frank Vogel, voilà. Je pense que c'est vraiment un bon coach NBA. Il a gagné un titre, il est dans un club très restreint. Des coachs qui ont gagné des titres NBA, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire non plus que son succès avec cette équipe-là était forcément transposable à toutes les équipes, comme ce que tu as dit, Shai. C'était un petit génie à la base. Quand il est arrivé très très jeune comme assistant coach, il était un peu décrit comme ça, comme le nouveau prodige du coaching. Donc il y a quelque chose quand même. C'est juste que lui, par contre, il n'est peut-être pas adaptable à toutes les situations. Il y en a où ça n'a pas fonctionné du tout et où ça s'est terminé plus rapidement que d'autres, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et je vais te donner un autre exemple. Tu vois, Mike D'Antoni, qui pour moi est un excellent entraîneur, qui a été visionnaire, qui a vraiment contribué à faire changer le jeu et à amener au basket moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour moi, sa faiblesse, c'est que c'était pas un coach adaptable, en fait. Pardon, c'est-à-dire qu'il avait un style de jeu et une manière de faire jouer ses joueurs.
Ça a super bien marché avec Phoenix. C'est une des plus belles équipes que j'ai vu jouer au basket, les 7 Seconds or Less avec Nash, Diao, etc. Ça a très bien marché. Alors, il avait un petit peu adapté avec Houston. Par contre, quand il était à New York, il n'avait pas les joueurs pour jouer le style de jeu qu'il affectionnait et ça pouvait pas fonctionner. Et à l'inverse, tu as un mec comme Nick Nurse ou Spoelstra. Et alors peut-être que j'en fais trop avec ces entraîneurs, mais c'est toujours ce que j'aime le plus dans ce qu'ils ont, c'est que t'as l'impression que tu peux leur blesser la moitié de l'effectif, ils vont trouver un nouveau plan de jeu, une manière de faire fonctionner le truc, et que limite, tu les emmènes à l'entraînement une demi-heure avant le premier match d'une équipe qu'ils connaissent pas, ils vont regarder l'échauffement et ils vont trouver une manière de jouer. Alors je force le trait forcément, mais voilà, différents coachs ont différentes qualités, quoi. Alors, question de Michael, et d'abord il y a un petit jeu sur qui va plaire Antoine sur les surnoms basketball référence. Yes. Je vais vous en donner, il y en a des très faciles. Hein. Il y a une petite dizaine des très faciles que vous allez trouver en 5 secondes, et d'autres qui sortent un peu de nulle part. On va voir si vous avez la science des surnoms basketball référence. Donc c'est quoi, c'est tu nous sors le surnom et nous je on vous donne le surnom, joueur vous devez essayer de trouver Okay. qui c'est. C'est des joueurs connus, hein. Il n'y a pas de mec improbable. Et pour la plupart, c'est des joueurs actuels. Ils sont tous en activité, ouais. Je regarde, Okay. oui, c'est bon. Ils sont tous en activité. Il y en a qui jouent pas beaucoup, mais. Alors, qui est surnommé, d'après vous, en NBA, The White Kendrick Perkins? C'est un surnom qui a été donné par Dirk Nowitzki. Et pourtant, ils n'ont pas été coéquipiers, ça n'a aucune importance, mais c'est Dirk. Walker Kessler? Non. Un mec qu'on aime bien, qui est assez drôle, qui a été pas mal blessé ces dernières années, mais. Steven Adams. Ouais. C'est dur, putain. C'est Dirk Nowitzki qui l'a surnommé Perkins. Pour la dureté des écrans, mais tu préférais aller boire une bière avec Steven Adams qu'avec Kendrick Perkins, personnellement. C'est sûr. Vous aviez vu les leçons de politesse qu'il fait à des petits, des fois? Ah non. Steven Adams, c'est magnifique, là. Oui, si, j'ai vu. Je peux avoir ton autographe, Il dit, qu'est-ce qui manque? Et le petit, il dit, s'il te plaît. Il fait, voilà. Et si l'autographe, tu viens de te prendre un coup de pression d'un Samoan qui doit faire 135 kilos, j'adore le joueur, le personnage. C'est ça qu'on veut. Celui-là est facile. The Torture Chamber. Ah bah, Lou Dort, ouais. Voilà. La chambre de torture, Lou Dort. Pas mal. Qui est surnommé The Fresh Prince. En référence à Will Smith, oui. Enfin, ça, du coup, on s'en doutait, mais alors je ne savais pas du tout qu'il était surnommé comme ça. Faut chercher soit un mec de Philly, soit un mec avec les oreilles légèrement décollées, c'est ça? C'est un mec qui a s'est fait c'est pour ça. Bah, du coup, c'est parce qu'il a joué à Philadelphie. Tyrese Maxey? Non, c'est un joueur qui a joué à Philadelphie, mais qui n'y est plus. Qui a été l'un des espoirs de Philadelphie pendant le process et qui après, Ben Simmons? Ben Simmons. Apparemment, a été surnommé The Fresh Prince quand il arrivait à Philadelphie. Okay. Voilà. Qui est surnommé The Electrician, l'électricien. Je pense que c'est quand même dans le sens, il maîtrise la foudre, tu vois. Enfin, il maîtrise le courant électrique, quoi. Tu vois. Parce que moi, je pense direct à un mec qui a un physique de plombier qui vient. Voilà, exactement. C'est un joueur assez marquant d'une franchise qui a changé de club cet été. Paul George? Non. Un mec plus titré que Paul George, quand même. Un mec quoi? T'as dit quoi? Un mec plus titré qui a remporté plus de bagues que Paul George. Il aime bien. Et sur le terrain, Klay Thompson. J'allais dire, sur le terrain, il aime bien rappeler au mec combien de bagues il a gagné. Et visiblement, il est surnommé The Electrician. Je l'imagine très bien en électricien, cela dit. C'est clair. Qui est surnommé Zanos? Zion. Zion Williamson, surnom donné à Duke, en référence à Thanos, évidemment. Qui est surnommé Maple Jordan? Ah, c'est un mec de Toronto, mais j'imagine. Surnom donné, je vous dis le petit surnom donné à l'époque de sa draft en référence à sa nationalité canadienne. Et en fait qu'il était un très gros prospect, c'est bien Andrew Wiggins surnommé Maple Jordan. J'aime beaucoup. Mais, pas mal. Mais c'est normal. Ce qu'on avait dit dans la suite de Jordan, LeBron, Kobe, comme on avait mis en cover. C'est ça, bien sûr. assumons. Qui est surnommé, et il a dû changer de coupe depuis, mais The Fro, pour sa coupe afro, évidemment. Ah, c'était Jarrett Allen? Jarrett Allen. Il a changé de coupe? J'ai pas vu ça. Il n'avait pas raccourci un peu? Je sais plus. On verra à la rentrée à Cleveland, mais... Qui est surnommé, celui-là facile pour les connaisseurs, qui est surnommé Slow Mo? Ah bah c'est... Kyle Anderson. Merci. Kyle Anderson pour sa vitesse légendaire.
qui est surnommé, je l'aime bien celui-là, qui est surnommé Beyblade pour ses spin moves nombreux et souvent ratés. Ah, c'est un peu méchant. Pascal Siakam. C'est un All-Star. Non, ça aurait pu. Il aime bien les spins, ouais. C'est pas Pascal Siakam, c'est le roi du spin. Ouais. Bah, c'est un mec qui va revenir de blessure cette année, un All-Star. Wow. Qui joue Zach LaVine Non, qui joue dans la Mecque du basketball. Julius Randle. Julius Randle aimait beaucoup les spin moves, surtout à la fac à Kentucky, et il en ratait beaucoup. Donc Beyblade, comme les tout petits. Et celui-là, très facile, qui est surnommé Fun Guy. Ah bah, Kawhi Leonard, pour son fameux I'm a Fun Guy en conférence de presse à Toronto. Ce qui est magnifique, c'est que je crois que la veille de l'annonce de sa nouvelle opération du genou, il y avait une petite vidéo virale qui avait fait le tour des réseaux, là où tu le voyais rigoler justement en filmant un pote à lui qui faisait du skateboard. Et le timing peut pas être plus catastrophique. Ouais. Et donc, ça, c'était le petit jeu proposé par Mickaël, mais il a quand même une question qui n'a rien à voir avec les surnoms. Parmi les franchises suivantes, quelle est celle qui est la plus susceptible, selon vous, d'appuyer sur le bouton rouge et de repartir sur une reconstruction entre Miami, Atlanta, Golden State ou les Clippers? Mais Atlanta, ils sont quelque part déjà, en fait. J'imagine que vu qu'il y a toujours Trae Young, ils considèrent qu'ils ne sont pas repartis sur une reconstruction. Avec un trade de Trae Young, quoi. J'imagine que c'est pour ça que Atlanta est dedans. Putain, c'est dur parce que j'en vois aucune de ces équipes-là, en fait. Pas Golden State. La plus susceptible, pas forcément qu'il y en avait. Celle qui, selon vous, est le plus proche d'appuyer sur le bouton. Ouais, parce qu'il faut voir dans combien de temps, en fait. Parce que j'imagine à la fin de cette saison, quoi. Ou en cours s'il y a une galère. Mais Miami, vu qu'il y a Adebayo, tu peux pas vraiment. Il y aurait pas Adebayo, je t'aurais dit Miami, mais là il y a Adebayo. Ils l'ont jamais fait aussi. Ouais. Pardon, t'as raison, mais c'est pas du tout leur culture, quoi. Ils n'ont jamais été nuls, enfin volontairement nuls, quoi. Je pense que même l'année avant qu'ils chopent Dwayne Wade, je suis même pas sûr qu'ils soient nuls. Parce que même quand ils récupèrent, oui, Beasley, c'est bien Miami qui commence à carrément Michael Beasley. Ouais. Je crois qu'ils avaient récupéré un pic qui était pas le leur, en fait. C'est comme exactement. ça qu'ils avaient. Ils avaient très peu de chance d'avoir le premier pic, ouais. Ouais. Alors, t'as dit Golden State, Atlanta, Miami, et la quatrième équipe, c'était qui ? Et les Clippers. Bah, les Clippers peuvent pas non plus avec leur salle, en fait. A priori, ouais. Non, je vois qui sont pas assez, qui seront peut-être pas assez proches pour être contender à la fin, mais qui ont peut-être la possibilité de reconstruire aussi. Enfin, ils ont des stars qui sont. Moi non plus. Moi, j'ai du mal. Je dirais peut-être Atlanta ou les Clippers comme ça, parce que Atlanta, je veux dire, si c'est vraiment déjà en semi-reconstruction, il se peut qu'un Trae Young dise bon, bah c'était bien sympa, mais là votre projet avec les jeunes, ça m'intéresse moyen, et on sait qu'il y a déjà eu des tensions avec la direction et tout, donc comme ça, je dirais plus Atlanta, moi. Ouais, Atlanta, j'ai du mal à les qualifier dans le truc, parce que pour moi, ils sont déjà en reconstruction d'une certaine manière, mais tu as raison. Si on parle d'un principe de transfert de Trae Young, ça se tient. Sinon, j'aurais dit les Clippers, un an après avoir fidélisé les abonnements. Ouais. Allez, bim. Voilà. Allez, venez regarder Kevin Porter Jr. 36 minutes. Allez, Loïc nous propose 5 start bench cuts. Vous verrez, c'est un par poste. Il nous dit en lien avec la reprise de l'Euroleague la semaine prochaine, je vous fais une petite proposition, version Wish, donc Euroleague pour lui, enfin de role-player, afin de tester vos connaissances sur uniquement des joueurs internationaux non américains ayant fait une honorable carrière en NBA, afin de constituer un 5 de départ contexte NBA qui battrait à peine les Detroit Pistons des années 2020. J'ai essayé de prendre des joueurs ayant joué sensiblement à la même époque afin de rendre ce rêve, entre guillemets, possible. Alors, start bench cut au poste de meneur entre JJ Barea, Leandro Barbosa et José Calderón. Qui commence alors ? Vous pouvez prendre vos joueurs préférés à chaque fois. Je me lance. Moi, je starte Calderón. C'est un de mes joueurs préférés. Je m'en cache pas. Franchement, ratio passe décisive, balle perdue incroyable, adresse de folie. Chaque fois, tous les ans qu'il était à Toronto, il disait ouais non mais non, on fait venir un meneur qui va être meneur titulaire, tu vas sortir du banc. Et dès la mi-saison, le meneur titulaire était sur le banc, c'était Calderón qui tenait les commandes. Derrière, je prends, même si c'est pas un meneur, je prends Barbosa
parce que vraiment, ces années de pic, c'était vraiment quelque chose à voir, la vitesse d'exécution et tout. Barea, j'aimais bien, mais c'était pas de ce niveau-là pour moi, donc je coupe Barea. T'aimes pas les mecs de moins d'1m85, de toute façon, t'es un peu discriminant. Exactement, que des grands. Moi, j'aurais le même que toi. Je pense que Calderon était assez nettement le meilleur des trois. Même si Barbosa s'est laissé différent, c'était un 6e homme de luxe, quoi. C'était un joker. J'ai du mal à comparer. Mais du coup, ouais, même ordre pour moi. Et toi, Shai? Non, pas de Jean-Michel Chaudron en première position, c'est pas possible. Un Espagnol, non. Non, mais oui, c'est un très grand joueur, mais sur l'affect, je vais prendre Barbosa, je start Barbosa, je bench Barea parce que j'aime bien. Je trouvais qu'avec son gabarit, il était stylé pour les Mavs, et puis cut Calderon par pure haine, pure et simple, voilà. Bon courage pour annoncer des systèmes. J'avoue. Pour mettre en place le jeu. Allez, bonne saison, les gars. Vous allez voir après. Shooting guard entre Carlos Delfino, Gordan Giricek et Marko Jaric. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Jaric était plus meneur que deux, hein, mais il aurait fallu switcher Barbosa et Jaric. Ouais. Vas-y, Antoine. Moi, je prends Delfino en start et je vais bench Jaric en me disant que justement, du coup, c'est mon meneur remplaçant, mais qui peut jouer. Et je cut. C'était qui le troisième, pardon, Giricek? Gordan Giricek. Qui a joué à Orlando, mais qui a pas. Orlando-Utah, il a pas été. Et qui s'est fait endormir par Shaquille O'Neal dans le vestiaire avec une prise de MMA et qui s'est réveillé 1 heure après. Ouais, je le cut. Moi, je vais. Vas-y, Shai. Je vais starter Marko Jaric parce que c'était mon meneur titulaire dans NBA 2K, je sais plus lequel, quand j'ai emmené les Memphis Grizzlies jusqu'au titre avec Hakim Warrick en poste 4. Donc Marko Jaric, je starte Marko Jaric, je bench Carlos Delfino et je cut Gordan Giricek. Okay, moi je cut Giricek, de toute façon ça change pas pour tous les trois, c'était un bon shooter mais j'étais pas plus fan. Moi j'ai beaucoup aimé Carlos Delfino, j'ai l'impression qu'il était pas loin d'être vraiment super fort. Il était juste fort en fait, mais il y a des moments quand même où il était brillant. Moi j'ai adoré cette équipe d'Argentine, donc je starte Delfino, je prends Jaric parce que en plus d'être un scoreur sur le terrain, c'est un scoreur dans la vraie vie aussi. Exactement. On l'a pas mentionné, mais. Et voilà. Et voilà. Je sais déjà qui Théo va choisir pour le prochain poste, je vous le dis tout de suite. S'il ne choisit pas le joueur auquel je pense, je quitte tout de suite ce podcast. Forward. La pression. Small forward. Omri Caspi, Linas Kleiza ou Andrés Nocioni. Aucune hésitation sur le mec à starter là. Nocioni direct. Andrés for life. Voilà. Ça c'est un mec qui aurait mérité de faire toute sa carrière aux Bulls parce qu'il était tellement en adéquation avec l'état d'esprit du club. Donc moi je starte Nocioni. Ouais. Pareil. Et après entre Caspi et Kleiza. Juste sur Nocioni, dans le CQFR d'hier, je parlais de la série justement entre les Celtics et les Bulls, la première année de Derrick Rose. J'invitais tout le monde à la regarder. Vous allez comprendre pourquoi on aime bien Nocioni. Incroyable. Nocioni, c'est vraiment le genre de mec qu'il faut regarder quand il a la balle, mais surtout quand il a pas la balle, quoi. Que ça soit en défense ou en attaque. Je peux te dire que les écrans, les contacts, il n'y a pas de. Tu sais, les coachs souvent même à des niveaux amateurs, ils disent. Ouais, t'es personne, tu peux pas passer. Les attaquants adverses peuvent pas traverser la raquette tranquillement. Il faut qu'ils fassent le tour ou qu'ils soient contactés. Je peux dire que ça avait contacté Nocioni. Donc moi je prends Nocioni. Derrière, je prends Kleiza, qui a vraiment été un très bon joueur aussi en NBA et niveau FIBA. Et moi je coupe Caspi. Tu coupes Caspi. Très bien. Moi, pour le patch, en fait, aucun des deux m'inspire. Je garde personne. Je cut les deux et je me mets dans l'effectif moi-même. Mais... Après, pardon, les deux, je les ai vus jouer en vrai sur des Eurobasket. Je pense que j'ai vu Kleiza aussi. Allez, je bench Caspi, Omri Caspi. J'ai souvenir d'avoir. Lui, je suis sûr de l'avoir vu en vrai. Kleiza, j'ai un semi-doute. Bon, moi, je starte évidemment Nocioni. Je bench Caspi, dans lequel j'ai beaucoup cru, mais qui n'a pas eu la carrière que j'espérais. Et je cut Kleiza, même si c'était aussi quand même un très bon joueur. Poste 4. Ah, il y a du nom là, attention. Pas facile. Enfin, si, en fait, c'est facile, mais il y a du nom. Poste 4. Andrea Bargnani, Vladimir Radmanovic, Luis Scola.
Ouais, ça va être l'Argentine. Pour le notre start, équipe, c'est facile. Bah, moi, ils parlent tous espagnol. Je start Scola direct, même si, pareil, hein, je déteste le personnage sur le terrain. Le mec doit Ah ouais être très très cool. Ouais. Il est Mais, vicieux, j'aime pas. Je déteste le. Mais tu sais, c'est des Argentins, quoi. mais moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est dans le vice. En fait, les Argentins, c'est dans la confrontation. Hein. Il y a moins de coups de vis que de Euh, coups de pression, en fait. Parce qu'il regarde pas le foot, T'as Théo, c'est pas- pour ça. et t'as Ah, pas oui, non, t'as je eu par- des coéquipiers argentins? je parle du basket. Même Non, au basket, c'est pareil. non. Et ils sont pas tous à l'image de Ginobili. Ah non, moi, je pense qu'il y a aussi du vice, t'inquiète pas, que c'est pas qu'au football, je pense qu'il y en a au basket. Moi, au Rockets, il m'exaspérait. Par contre, qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Et je pense que c'est vraiment un mec très cool et très cool. Il y avait une anecdote que je trouvais très sympa de Ginobili, c'est qu'il disait que lui et Scola, c'était les deux seuls mecs qui avaient un van. Tu sais, genre, ils ont pas acheté Oui. une voiture de luxe, ils avaient juste un putain de van, pardon, je vais le dire comme ça, parce qu'ils avaient plein de gamins, quoi, et qu'il fallait transporter toute la famille. Donc, je pense que ça devait vraiment être un mec cool. Mais ouais, je start Scola. J'imagine que toi aussi, Théo, sans aucune. Ouais. Moi aussi, hein, je pense qu'on start tous Scola quand même. C'est Après, dingue, entre c'est dur. Bargnani et Radmanovic. Je bench Bargnani quand même. Le pauvre, il a payé son premier choix de draft, mais je bench quand même Bargnani plutôt que Radmanovic. Moi, c'est dur parce que les deux, en fait, j'ai quand même pas aimé leur attitude, en fait, ni à Bargnani. Je trouvais quand même un peu mou, quoi, et ni à Radmanovic, qui était pas le meilleur des Un coéquipiers. euphémisme. C'était un peu soft, Oui, c'est clair. Bargnani. Mais non, mais comme toi, en fait, je prends quand même Bargnani parce que c'est quand même un talent. Je pense que Radmanovic était talentueux, hein, il a fait des belles saisons, des beaux passages aux Sonics, mais ouais, vas-y, je prends Bargnani parce que je pense qu'il casse moins les couilles dans le vestiaire. Juste parce qu'il est italien et pas serbe, quoi. Bravo. Non, c'est pas ça, parce que je sors l'anecdote quand même, c'est que Radmanovic et je vais oublier le nom de l'autre joueur. Il y avait deux jeunes joueurs qui étaient émergents, qui venaient d'être draftés en NBA de la sélection serbe. Et au championnat du monde 2001 Attends, 2002, exactement, à Indianapolis, quand la Serbie est championne du monde. Le coach, donc Duško Ivanović, ouais, je me trompe pas, faut que je me... Non, pas Duško Ivanović, pas du tout. Ah là, c'est dur de vieillir, là. C'était qui le sélectionneur serbe cette année-là? Parce que c'était le même à l'époque. En quelle année? En 2002. Mais c'est celui qui a coaché, qui était aux Jeux Olympiques cette année avec la Serbie. Pešić? Ouais, Pešić. Ouais. Merci. Vladislav Pešić. Il les avait carrément exclus du groupe, en fait. Et pendant la finale, ils sont même pas assis sur le banc. Ils sont assis avec les journalistes. Et il a donné leurs 2 médailles au kiné et un mec de la logistique de la Serbie parce qu'ils ne respectaient pas le couvre-feu et la manière de fonctionner de l'équipe, parce qu'ils se la racontaient trop. Ah ouais, ok. Voilà. Moi, je vais bencher Bargnani juste pour ce highlight fantastique où il essaye de dunker et puis il y a des montages vidéo sur YouTube. Il s'explose la gueule en ratant son dunk et il y a des montages vidéo avec la musique de I Believe I Can Fly qui est parfaitement adapté à la situation. Voilà. Dernier poste 5. J'allais dire pas si simple, mais allez. Aaron Baines, Kostas Koufos et Thiago Splitter. Aaron Baines, Kostas Koufos, Thiago Splitter. Il passe où Baines d'ailleurs? Mais tu sais, il a eu des problèmes. Ouais, mais il est pas revenu de sa blessure. Non, il n'en est jamais vraiment revenu. C'est triste parce qu'il était vraiment, au moment où il se blesse, ça devenait vraiment un joueur NBA fort, quoi. C'était avec Boston, hein, c'est ça? C'est avec Boston qu'il s'était mis à prendre des tirs à 3 points. Ouais, vers 2017-2018, tout ça, là, ouais. C'est dur entre Baines et Splitter. Moi, je prends Splitter quand même sur la carrière parce que il m'a largement plus marqué, en fait, même avant de venir en NBA, quand il était à Vitoria en Euroleague, etc. Donc je prends Splitter, l'actuel coach du Paris Basketball d'ailleurs. Et derrière, tu m'as dit, il y avait Koufos et Aaron Baines. Ouais. Bah, je prends Baines. Je bench Baines et je coupe Koufos du coup. Ouais, je vais faire pareil. Ouais, je pense que je fais la même chose. On est unanime là-dessus. Voilà pour ces petits start bench cut. Ça tape les Pistons. Hein. Ça tape les Pistons, oui, je pense. Les Pistons de l'année dernière, oui, a priori sans souci. Question. J'essaie de retrouver le nom de l'autre joueur là qui s'était fait. Je retrouve ça tout de suite. Vas-y, pose la question et puis je vais retrouver ça pendant que je cherche. Question de Florian.
qui me dit « J'ai un peu décroché dernièrement pour me concentrer sur les filles de la WNBA, mais vous restez mon ancrage quotidien avec cette ligue et ce qu'il s'y passe. J'aime beaucoup votre traitement calme et serein sans pour autant manquer de passion dans cet univers fait de jugements à l'emporte-pièce et de takes sans nuance. On pourrait juste se permettre de ne pas relever toutes les conneries que peuvent dire Shaq et Gilbert Arenas, mais je comprends bien que certaines périodes s'avèrent plus pauvres en actu. Ma question, si vous deviez mettre en avant une qualité primordiale pour un general manager, un coach et un joueur, quelle serait-elle ? Pour ma part, pour un joueur, sa capacité de travail, pour un coach, sa faculté à savoir s'entourer au mieux, et pour un GM, savoir quand arrêter ou continuer de faire confiance dans un projet. Par exemple, je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'on aurait dû arrêter de croire en Kawhi et les exemples de ce genre sont nombreux. À l'inverse, pendant quelques années, le projet Denver nous semblait stagnant, mais leur persévérance a porté ses fruits. Alors voilà, pour un joueur, un coach et un GM, une qualité que vous rechercheriez absolument et qu'il faut impérativement pour performer en NBA, selon vous. C'est dur, c'est très très dur. Très dur. De la patience pour un dirigeant. Je vais prendre des qualités simples, moi. Je vais faire des trucs simples. Je vais prendre des trucs très bateaux, mais je dirais de la patience pour un dirigeant. Je suis très tenté de dire de la communication ou de la pédagogie pour un coach, mais je sais pas si. Mais si, j'imagine qu'au niveau pro, en fait, la com, ça va être. Tu sais, on dit que les coachs pro, au final, ils managent plus des égos qui leur apprennent des choses, tu vois. Donc, je vais dire communication, pédagogie, ou alors, tu sais, la capacité. Et je pense là, par contre, ça s'applique à tous les coachs. La capacité à comprendre que tes joueurs n'ont pas tous la même façon de réagir à telle ou telle méthode. J'ai l'impression que, tu sais, par exemple, dans ma vie, tu as des coachs qui sont persuadés qu'il faut gueuler. Parce que si tu gueules, tu vas réveiller quelque chose chez tes joueurs. Et il y en a chez qui ça marche, mais il y en a chez qui c'est tout l'inverse. Tu les écrases, en fait, quand tu gueules. Et il y en a d'autres où ils vont être vachement dans le compliment. Bah oui, ça marche avec certains gars, mais il y en a d'autres, ça les endort. Donc, je dirais un coach qui a cette capacité à lire un peu les besoins de chacun de ses joueurs. Et en tant que joueur, une qualité, c'est vrai que le travail, c'était pas mal. Je suis passé pour un guignol. Le respect de ses coéquipiers, c'est important quand même. Mais au niveau pro, est-ce que pour briller, c'est vraiment ça ? Non, c'est peut-être pas la qualité que je retiendrai quand même. C'est marrant parce que comme toi, en fait, je réfléchissais et je suis tout de suite parti sur des aspects de personnes, en fait. Des traits de personnalité plus que sur des aspects physiques ou de qualité de jeu. En y réfléchissant rapidement, j'aurais dit que pour un joueur, c'est la capacité à prendre du recul. Parce qu'une carrière, c'est long. Enfin, dans certains cas, des fois, ça l'est pas, mais il y a une pression constante. Donc, j'aurais dit ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis en ce qui concerne le coaching, Antoine. Je sais pas, moi aussi j'ai l'impression de donner faire dans des clichés, quoi, parce que le truc qui m'est venu c'est d'être humain, quoi, de pas oublier. Je sais pas si je crois que vous l'aviez vu, mais moi j'avais adoré cette phrase de Sarunas Jasikevičius en conférence de presse là, où il y a un journaliste qui lui dit qu'est-ce que vous pensez du départ de tel joueur en fait qui était pas présent pour le match parce qu'il est parti assister à la naissance de son fils, et au début tu vois sincèrement que Jasikevičius il comprend pas la question, quoi. Il comprend pas la question. Oui, il lui dit mais t'as des enfants, toi ? Ah bah tu verras après, alors. Exactement, quoi. Et moi j'ai trouvé, franchement, tu vois, quand je vois ça, sachant que c'est un mec hyper exigeant, hyper pointu, je me dis, moi j'aurais eu envie de jouer pour quelqu'un comme ça. Si t'as un entraîneur comme ça qui peut être exigeant sur le terrain, mais garder assez d'humanité pour avoir une phrase comme ça qui est manifestement pas du bluff. Bah, je pense que c'est une qualité énorme. Et pour un GM, je pense que la plus grande qualité, c'est d'avoir un œil sur le présent sans oublier l'avenir, quoi. Et c'est la grosse bascule qui est compliquée de comment tu gères des échéances à court terme sans sacrifier tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est extrêmement dur, quoi. Connaître le CBA, c'est bien aussi, parce qu'il y a des exemples par le passé de GM qui devaient déléguer. C'est quand même très complexe, mais sinon je parle de Vlade Divac ou pas ? Oui, voilà, sans vouloir. Voilà. Il avait plein d'autres qualités par ailleurs, mais voilà. Et on sait que ça avait été compliqué. Apparemment, il avait du mal à lire le présent et l'avenir. En plus de ça. Ou alors il lit beaucoup mieux l'avenir que nous, parce qu'il reste confiant dans le fait que De'Aaron Fox fera une plus belle carrière que Luka Doncic. Et sinon, j'aime bien aussi ce que proposait Florian sur évidemment, la capacité de travail, ça paraît tout bête, mais les mecs qui restent sérieux dans le travail et qui se laissent pas aller,
ça avec une dose d'humilité qui veut pas dire de pas avoir confiance en soi, hein, mais considérer un peu tout le monde, donc on reste dans les rapports humains, mais considérer ses coéquipiers, pas être condescendant, voilà, c'est des choses que j'aime bien, mais après je dis pas que c'est ça qui fait forcément réussir une carrière. Il y a un autre truc, je pense, pour les joueurs, c'est comprendre son rôle, en fait. Je pense que ça, quel que soit le rôle, que ce soit le rôle d'une star, que ce soit le meilleur joueur de l'équipe, ou comprendre mais pas juste le rôle que tu veux te donner ou le rôle qu'on t'a donné, le rôle qui est bien pour l'équipe. Capter ça, je pense que c'est une grosse qualité parce que du coup, tu es à peu près sûr de pouvoir t'adapter, de pouvoir t'imposer un peu partout en partant du principe que tu as des qualités de jeu, évidemment, vu que tu es pro. Donc, comprendre son rôle. Ça, je suis désolé, ça me fait penser à un truc. J'ai une anecdote sur Georgie Joseph et je me permets de vous la partager. Donc, Georgie Joseph, qui a fait une longue carrière en pro. Et on parlait, et il m'expliquait quelque chose, c'est que lui, en fait, par exemple, il avait plein de skills quand il était jeune, tu vois, il a plein de skills de basketteur, tu vois, et notamment en tant que poste 4, pour ce qui est du scoring, de mettre des shoots, d'attaquer face au panier, tout ça. Et forcément, quand tu as des skills, tu as envie de les montrer, c'est humain, tu vois, tu as envie de te reposer sur tes skills, sur ta capacité technique, tu vois, il y a une certaine noblesse à travers ça. Et en fait, il m'a dit, mais heureusement que j'ai capté très, 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 très vite que ça ne serait pas mon rôle, parce que sinon, je n'aurais pas fait carrière, en fait. Et il me disait, si j'avais juste voulu être le jeune con qui veut absolument être le mec qui met des points et qui monte son bagage technique, mais jamais j'aurais duré à ce point. Et tu vois, il a eu cette intelligence de capter son rôle, de capter ce qu'il devait faire et de se dire, OK, ça ne sera pas ma branche. Même si, tu vois, il m'expliquait que ça le titillait. Des fois, tu as envie, tu te dis, mais attends, je ne suis pas juste un mec qui va faire ci ou ça, tu vois. Et je pense que c'est une vraie qualité importante pour un joueur. Ouais, c'est intéressant parce que je pense aussi que c'est une vraie qualité pour un coach, en fait, d'arriver à faire comprendre le rôle de chacun. Moi, même à un niveau amateur, en fait, je sais qu'il y a des équipes dans lesquelles j'ai joué où j'avais un rôle plus restreint, mais ça me gênait pas, en fait, parce que je savais exactement ce que je devais faire et pourquoi j'avais ce rôle-là. Et dans ma tête et dans ma vision de l'équipe, c'était un rôle qui était justifié au vu de ce que je pouvais faire. Et de la même manière, des équipes dans lesquelles j'ai pété des câbles, en fait, et je comprenais rien, en fait. Et tu vas voir l'entraîneur, tu lui poses des questions précises et il te répond des trucs fumeux, tu comprends. Tu repars, t'as encore moins compris que quand t'allais le voir. Et ça, je trouve que c'est dramatique. Enfin, dramatique non, mais c'est vraiment... c'est une vraie qualité par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, Antoine, pour un entraîneur, d'arriver à exprimer clairement ce qu'il attend des uns et des autres, quoi. Ouais, donc message de Thomas qui est un fan de Théo. Il me dit Théo est assez troublant pour moi car quand il parle de sa jeunesse et découverte basket, j'ai l'impression qu'il parle à ma place. Mon premier match de basket en live, 92 sur Canal+, Chicago-Portland. Si on retire le All-Star 92 passé sur FR3 avec Tony Parker Senior au commentaire. Né en 77, première licence à 15 ans en 92, je suis un pur produit de la Dream Team, accro, encore joueur à 47 ans dans le championnat le plus bas de Seine-Maritime dans mon club de cœur de Lillebonne avec la même passion. Bref, Théophile, tu es de quelle année ? C'est dingue quand tu parles de basket. Souvenir, anecdote, tu es une Madeleine à toi tout seul. Après, il y a une question, mais je te laisse répondre pour donner l'âge officiel ou l'âge officieux, c'est comme tu veux. Mais... Non, bah c'est ça, on est exactement de la même génération. Moi, je suis de 76 et même souvenir, même moment quasiment où je mets un pied vraiment dans le basket. Donc, c'est normal qu'on ait des souvenirs en commun. Ouais. Et donc, il nous dit enfin pour le CQFR, j'ai une question. Dans un univers parallèle, vous vous retrouvez joueur NBA à partager une chambre en déplacement sur une saison entière. Avec quel joueur vous auriez voulu partager cette intimité et à l'inverse avec lequel cela aurait été trop compliqué? Un mec marrant déjà. Trop compliqué, Kobe. De toute façon, il n'aurait pas été en chambre avec quelqu'un, je le dis tout de suite. Ginobili pour le colloque de chambre. Moi, je sais pas, honnêtement. Moi, je pense que je choisirais Nikola Vucevic parce que j'aurais pu regarder des matchs de foot avec, jouer à Football Manager, ça me va très bien. J'aurais pas voulu être avec Gilbert Arenas. Oh, putain. Ouais. J'adore que tu l'appelles Gilbert, ça peut être... J'ai dit Gilbert. Gilbert. Ouais, bah, c'est presque pareil. Gilbert, ça me plaît très bien. Ça me plaît beaucoup. Et avec qui j'aurais bien voulu être... Richard Jefferson, il a l'air marrant. Mais il a l'air relou, Richard Jefferson. Moi, je le trouve marrant, moi. Je pense qu'il est relou. Pour moi, c'est le genre de mec qui sait pas
qui n'arrive pas à voir le moment où il faut qu'il arrête de parler. En fait. Tu sais, il y a un moment quand tu parles, et il y a un moment c'est plus le moment de parler. Je pense que c'est le gars, il continue de parler non-stop, mais bon. Mais je me serais endormi, ça c'est pas grave, tu vois. Mais sinon, je sais pas qui serait marrant. Tim Duncan, il parle pas, mais quand il parle, il fait des blagues. Ça aurait pu être cool, tu vois. Puis j'aurais été le pote de Tim Duncan. Voilà, comme ça, on a tous les deux choisi un Spurs. Voilà, toi, t'aurais choisi qui, Shai? Moi, j'aurais pris Vucevic, je pense, parce que pour les centres d'intérêt communs, Ah oui. au niveau foot et tout, j'aurais pu regarder du foot et jouer à Football Manager de manière décomplexée entre deux matchs. Et le mec que j'aurais pas voulu, je pense. Toi, tu disais Kobe, je pense que j'aurais pas voulu être avec Michael Jordan, en fait. Le mec, il était dans la compète jusqu'à la manière dont il fait son lit, je pense. Je pense qu'il te dit, vas-y, regarde, t'es qu'une merde. Comment t'as fait ton truc? Enfin, tu vois, j'aime pas trop l'odeur du cigare. Je sais pas si ça aurait été kiffant, tu vois. Et après les soirées, je dis ça, mais les soirées jeux de cartes jusqu'à 5h du mat, c'est pas mal après aussi. Non, peut-être, ouais, Jordan, non, trop d'exigences, mais il faut quelqu'un de cool. On aurait geeké avec Duncan. Mon frère m'a montré que Duncan était un énorme geek qui jouait à StarCraft et tout. Ouais, voilà. Ça m'aurait bien allé, ça. Question suivante, question de Martin. Comment voyez-vous Jordan Poole dans les prochaines années? Plus comme une première option, un All-Star, un bon role-player, un 6e homme. Ouais, moi, déjà, ça peut être ni l'un des deux. Ni un des deux premiers, pardon. Vas-y, Théo. Ouais, non, mais c'est ça, j'allais dire. Moi, je pense qu'il a le profil d'être aucun des deux. Il a quand même vraiment du talent. Mais pour l'instant, je dirais qu'il a quand même plus le profil d'un mec qui sort du banc avec comme seule mission de scorer, quoi, comme la plupart des mecs qui finissent meilleur 6e homme. Mais que ça serait un upgrade pour lui de pouvoir être un titulaire d'une équipe qui tient la route, quoi. Ouais, je dirais qu'il faudrait. S'il y avait. En fait, il pourrait déjà être ça. Et il a déjà été. Enfin, il était plus ou moins 6e homme, mais il a déjà été un mix des deux. Et je dirais qu'il pourrait être un bon joueur de rotation s'il y avait une grosse dose de maturité qui s'imprégnait de son cerveau rapidement. Donc je pense qu'il y a un avenir quand même pour être un bon role player ou un bon titulaire dans une équipe en contribuant. Mais là, oui, tu regardes son profil, tu te dis c'est un 6e homme. Mais All-Star ou première option, je pense on sait déjà que c'est mort en fait. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le role player dans une équipe qui est ambitieuse, ce sera déjà très bien. Qui sorte de Washington où avec son salaire, il a un salaire important et c'était celui d'un mec qui devait peut-être être l'un des joueurs les plus importants de la franchise. Mais non, je le vois pas être. Je suis même pas très rassuré pour la suite. J'ai l'impression qu'il a un peu l'approche des mecs qui ont déjà gagné, parce qu'au final, il a réussi avec les Warriors, qui ont déjà signé le contrat de leur vie et qui sont en détente, quoi. Détente, dilettante, tout ce que vous voulez. Donc le meilleur scénario possible pour moi, c'est celui de très bon 6e homme, très bon role player dans une autre équipe que celle-là, évidemment. Juste, je me permets, j'ai retrouvé le nom du joueur serbe que je cherchais tout à l'heure, c'était Predrag Drobnjak. Drobnjak, qui foutait le bordel avec Radmanovic en sélection. Très bien. Question de Cédric. Si je vous avais dit il y a 5 ans qu'un joueur serait sur le mois d'avril de cette année, en saison régulière, au-dessus des 35 points de moyenne, terminant l'année 4e meilleur marqueur de la Ligue avec près de 29 points, à plus de 40% à 3 points, des chiffres auxquels il faut ajouter presque 7 passes de moyenne par match, le 13e total en moyenne de la NBA, et si je vous avais dit qu'il deviendrait le 4e joueur seulement de toute l'histoire de la NBA à enchaîner 4 matchs de play-off à 40 points ou plus, auriez-vous pensé à l'époque qu'un tel phénomène pourrait ne pas être dans le top 10 de la Ligue à l'entrée de cette nouvelle saison? Pourtant, Shai et Antoine ont assez vivement réagi dans le CQFR du 11 septembre à la proposition de Hoopshype qui a classé Jalen Brunson 8e joueur NBA à l'entrée de la saison, en considérant sans ambiguïté ni désaccord que c'était, je cite, trop haut. D'autres médias les rejoignent puisque CBS ou Give Me Sport le classent 13e. Plus largement, on ressent dans les différents médias et sur les forums une réserve à l'idée de le compter parmi les tout meilleurs joueurs de la Ligue. Je ne critique pas forcément ses choix et appréciations, mais j'ai du mal à comprendre ce qui les motive. Un niveau défensif médiocre, une émergence tardive, le contexte. Comment expliquer que Jalen Brunson, un joueur All-NBA Second Team qui a surtout terminé 5e du classement MVP et a fini la saison 2023-2024 en boulet de canon avec d'excellents playoffs, puisse être exclu du top 10 de début de saison par tant d'analystes? Je pense que c'est un message de Jalen Brunson lui-même, mais sous un Mais on n'avait pas été si choqués. Enfin, moi, je me souviens pas exactement de notre réaction, mais je trouve ça un peu haut, oui, 8e, mais je le mettrais pas beaucoup plus bas non plus, en fait. Et surtout, c'est pas toujours une
un signe que le joueur en question n'est pas assez ci ou assez ça. C'est juste que des fois, il y a des mecs beaucoup plus forts. Il y a beaucoup, beaucoup de talent dans cette ligue. Après, c'est dur de comparer des joueurs qui n'ont pas le même poste. Et je trouve que sur les arrières meneurs, les combo guards, il y a un peu toujours cette espèce de valse où d'une saison à l'autre, dès qu'il y en a un qui performe, on est tenté de le mettre très haut. Je me souviens que Tyrese Maxey a été dans des top 10. Pareil, je trouvais ça aberrant. Tu vois, Donovan Mitchell a été dans des top 10. Damian Lillard, Ja Morant, tu as un peu toujours ce truc de pas savoir qui tu classes où. Et qu'est-ce qui lui manque? Bah oui, il y a sa défense, il y a... Après, c'est un super joueur, mais je sais pas, moi, comme ça, à vue de nez, 8e, ça me semblait un peu haut, mais c'est vraiment pas j'ai pas l'impression que c'était la place sur laquelle on a le plus disserté en mode ah non, c'est pas normal, quoi. Je me souviens surtout qu'on trouvait abusé qu'Haliburton soit devant Curry et LeBron, mais Si, je crois qu'on avait quand même dit, c'est pour ça qu'il oui, nous a quittés, c'est mais je un me peu souviens haut, avoir quoi. dit que c'était un peu, ouais. Ouais, mais pas au point où on en a débattu pendant 5 ou 10 minutes, Mais je pense. on a aussi et surtout dit que c'est un mec qui arrêtait pas de repousser le plafond qui lui était mis en tant que sur le statut, sur les performances, donc, et que c'était pas du tout impossible que sa place elle soit justifiée cette saison en fait. Je pense Ouais. que sa taille rentre en ligne de compte quand même. Aussi, ouais. Parce qu'en fait, l'an dernier, il était clairement. Il était quoi, top 6, top 7, je pense, si tu regardes des meilleurs performeurs. Et en fait, ce qui est dur, c'est quand même. À cette taille-là, on se rend compte à quel point c'est dur en fait d'être aussi fort et impactant sur toute une saison NBA. Et du coup, je pense que il est condamné d'une certaine manière à être toujours peut-être sous-estimé par rapport à d'autres joueurs de même, de même classe, mais avec plus d'attributs physiques. C'est-à-dire que franchement, sa saison de l'an dernier, elle est réellement exceptionnelle par sa qualité et par la rareté en fait de ce qu'il a réussi à faire. Et je pense que c'est pour ça que c'est dur de se dire ce qu'il a fait l'an dernier, il va à coup sûr le refaire cette année. Et pour autant, je serais pas surpris si en fin de saison c'était le cas en fait. Tu vois, je pense qu'il a vraiment. Pour moi, c'est pas un coup, c'est pas juste une étoile filante quoi. Il a montré ce dont il était fait, ce qu'il était capable de faire, mais quand malgré tout, on en revient souvent à ça. Avec ce gabarit, c'est quand même très dur quoi de répéter de telles performances. Ouais, mais c'est ça, je partage. Moi, par contre, je m'interdis pas du tout de le classer plus haut après. Il y a eu ce débat autour de sa taille, on n'arrêtait pas de dire est-ce qu'un franchise player est-ce qu'une équipe peut aller au titre avec un joueur aussi petit. Bon, c'est sûr que ça entre en ligne de compte, mais je me dis que si les Knicks continuent d'être, sont aussi forts que l'année dernière, qu'ils arrivent à passer un tour de playoff supplémentaire, à aller plus loin, là, ça va être difficile de pas le mettre dedans. En plus, s'il est encore dans le top 5, 6, 7 MVP. Voilà, on n'a pas dit que c'était un scandale et qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. On a dit un peu haut. Voilà. Après, et puis, il n'y a pas que les stats qui entrent en ligne de compte. Tout ce qui a été cité sur ses accomplissements et sur le nombre de points et tout ça, c'est super. Hein, c'est très impressionnant, effectivement. Et si on nous avait dit il y a 5 ans qu'un joueur ferait ça, on se dirait peut-être, ouais, ça semble normal qu'il soit dans le top 10. Mais là, en tout cas, il en est pas loin. C'est un joueur top 10, borderline top 10. C'est ça, ouais. Moi, je pense pareil. C'est qu'il est vraiment pas loin du top 10. Et que c'est... Ce qui est fou en soi. Hein. Je pense qu'il est dedans quand même, non? Enfin, j'ai pas la liste des 10 joueurs en tête, tu vois, mais... Je sais plus En fait, il y a des postes qui deviennent durs à comparer après, tu vois. Et surtout quand ils n'ont pas les mêmes rôles. Quand les mecs n'ont pas les mêmes rôles, quand tu deviens à comparer une excellente deuxième option à une première option, c'est dur. D'une année sur l'autre, ça change, tu vois. J'ai l'impression que c'est... Là, forcément, si on est impacté par la saison de Bronson, par exemple, Bronson, il a fait une meilleure saison que Booker, tu vois. Mais est-ce que si tu prends le Booker des Suns qui vont en finale, est-ce que tu te dis vraiment que Bronson est meilleur que ce Booker-là? Peut-être que oui, tu vois, mais c'est tout de suite plus dur, en fait. Je trouve que dès que tu as passé les 6-7 premiers, ça devient très fluctuant. Mais oui, moi, il est quelque part par là, quoi, entre 9 et 13, selon le niveau à l'instant T. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Et vous allez voir que Lowet Dream, qui nous pose la question, veut nous mettre dans la sauce, clairement. Je vous préviens, c'est une question traquenard. On parle des soirées d'Antoine avec Didi ou pas? Alors, ça aurait pu être ça, si c'était l'autre. Jamais. Vous allez voir que ça peut nous mettre dans la sauce. Je sais bien. Tout d'abord, merci pour vos podcasts quotidiens, hebdo, inopinés pour vos MOOC. Je ne vous écoute malheureusement que depuis peu de temps, un peu moins de 6 mois, mais il y a une chose qui me marque dans vos propos de manière générale, c'est votre bienveillance. N'essayez pas de vous en défendre, il me semble que c'est une des raisons qui rend vos commentaires et analyses si attachants. Et là, vous allez voir que c'est là que le traquenard commence. Ce qui m'amène à vous poser la grosse colle.
Quel est le joueur dans le top 50 NBA actuel que vous détestez? Et évidemment, les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les encadrer. J'attends que vous nous donniez de vrais arguments à charge et j'aimerais ne pas vous entendre nuancer. Pas de mais ou de en même temps. Spécialité maison de basket Session et Rivers quand vous vous montrez à peine désobligeant. Idéalement, vous en avez un différent tous les trois. J'attends particulièrement la réponse de Shai, je sais pas pourquoi. Allez, avec cette question, je vous propose enfin de vous lâcher et même peut-être de sortir des frustrations que vous vous êtes sentis déontologiquement obligés de garder pendant des mois, voire des années. Go all the way, guys. Un grand merci pour vos réponses. Mais je sais pas si on déteste un mec. Moi, j'allais commencer par ça, parce qu'en fait, détester, c'est un mot très fort. Ça demande, pour moi, hein, ça demande tellement d'énergie de détester des gens que je réserve ça pour des gens de la vraie vie qui m'ont fait des vraies crasses, mais je déteste pas. Voilà, il y a peu de gens dans cette liste, c'est trop épuisant. Par contre, des joueurs où je peux pas, si on me pousse à donner ma réponse, le premier qui me vient en tête, c'est James Harden. James Harden, je peux pas sur le terrain. Même quand il était au sommet de son art, c'était très très fort. Mais le style de jeu proposé, les séries de playoffs qu'on a dû s'imposer à voir jouer, cette attaque de Houston là où tout le monde attendait, c'était insupportable. Ses choix de carrière, je trouve ça... voilà, j'ai pas de terme, hein, il fait ce qu'il veut, mais je comprends pas en fait que ce mec-là, à chaque fois qu'il boude, il a au bout du compte ce qu'il veut, il va dans l'équipe où il veut, il signe des contrats, il signe pas de contrat, il demande de partir au bout de 6 mois alors qu'on lui a... Pardon. On lui a tout offert. Et pour finir, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec James Harden. C'est certainement l'interview la moins intéressante que j'ai pu faire avec une star NBA. Il a le droit, hein, comme je disais tout à l'heure, ça va pas être fun d'aller d'un pays à l'autre pour répondre à des questions de gens que t'as pas vus, que tu reverras jamais, dont tu te fous. Mais c'était inintéressant au possible. Donc voilà, j'ai absolument aucun affect. J'ai bien aimé le James Harden 6e homme du Thunder. J'ai bien aimé les débuts aux Rockets parce que c'était fou de voir ce mec-là avec sa barbe, son style chelou et qui mettait des points dans tous les sens. Mais voilà, James Harden, je peux pas. C'est vrai que James Harden, c'est dur. Piquer la réponse de tout le monde. Ouais, c'est ça. Après, il y a Kat, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est pas... Déjà, Kat, en fait, il nous fait marrer d'une certaine manière. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Harden, il nous fait jamais marrer, tu vois. Il n'y a jamais un truc d'Harden où ça nous fait marrer. Kat, au moins, des fois, on va s'envoyer des compiles des moments où il est mic'd up et tu vois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est con, tu vois. Mais ça nous fait rire, quoi. Ou qu'est-ce qu'il est ridicule, parce qu'il est fake. Mais déjà, détester, oui, clairement, le mot, il est beaucoup trop fort. Donc, si c'est pas Harden, moi, perso, de Julius Randle, j'ai du mal. Hein. Je m'en cache pas. Mais un peu. Alors, toi, Shai, je sais que tu l'as adoré à la fac. Moi, je l'ai pas adoré à la fac, mais c'est vrai qu'à Kentucky, je trouvais qu'il avait du flow. J'ai plus de mal. J'ai un peu plus de mal. Le mec, il lâche vraiment pas la balle. Mais pareil, détester, même vraiment pas apprécier, c'est trop fort, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait un joueur. Franchement, il y a personne. C'est ça le truc. Après, il y a des joueurs. Moi, en fait, souvent, ça me fait ça. Et même avec d'autres sports, il y a des joueurs que j'aime pas spécialement pour X raisons. Et qui, au fur et à mesure, sur la fin de carrière ou parce qu'ils ont des galères, je me mets du coup à changer d'avis sur eux et je leur souhaite que du bien. L'exemple typique en NBA, pour moi, c'est Russell Westbrook, par exemple, qui est un joueur que Théo aime beaucoup. On sait que tu l'aimes bien. J'aimais pas trop son attitude et même le style de jeu qui est pourtant incroyable. Je le redis à chaque fois ici, mais de près, en vrai, c'est un des joueurs les plus fous que j'ai vu jouer au niveau spectacle. Mais les petits bouts d'interaction que j'ai pu avoir ou tenter d'avoir, je le trouvais, voilà, il avait mis une barrière qui faisait que c'était compliqué. Et du coup, j'aimais pas le fait. J'avais l'impression qu'il piquait un peu de lumière à Kevin Durant, alors que c'était évidemment plus compliqué que ça à OKC et qu'il envoyait bouler des matchs entiers simplement pour tirer la couverture à lui. C'était plus compliqué que ça. Et au fur et à mesure des années, le fait qu'il soit d'abord resté à OKC, le fait qu'il ait eu des galères avec son image et tout, le fait qu'il ait été bouc émissaire plein de fois, aux Lakers notamment, avec LeBron, j'ai pas trouvé le comportement de LeBron hyper classe, par exemple. Maintenant, je l'aime bien, en fait, et j'ai envie qu'il réussisse, et je suis super content qu'il soit allé aux Nuggets. Donc, c'est un joueur que j'ai pas trop aimé, que j'aimais pas spécialement voir, auquel je souhaitais pas particulièrement des titres. Et sinon, aujourd'hui, celui qui est constant là-dedans, c'est, pour mon point de vue, c'est Harden. Ouais, j'ai jamais aimé vraiment le voir jouer. J'ai jamais trop aimé ce qu'il dégageait non plus.
je le déteste pas après. Je veux dire, c'est pas de la détestation, ce serait ridicule. Parce que si tu te retrouves face au mec et que tu peux parler avec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire je t'aime pas. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Je lui souhaite absolument rien de mal. Et même sportivement, s'il gagne, c'est cool. Ça voudra dire qu'il l'a probablement mérité et qu'il a bossé pour ça. Donc désolé, on va te décevoir. Il n'y a pas de mec comme ça quoi, qu'on déteste à ce point-là en fait. Il y a peut-être des joueurs qu'on aime moins que d'autres, que d'autres gens qui sont plus véhéments là-dessus, mais il n'y a pas de joueur que je déteste personnellement. Moi. Oui, il y en a un autre avec lequel je peux pas, mais il est loin du top 50, c'est Campaign. Campaign, je peux pas non plus, quoi. Les role-players qui sont sur le terrain en train d'aboyer sur LeBron, qui est sur le banc en train de chiller avec ses chaussures délacées et 14 points d'avance, là, je peux pas. J'ai été un gros hater de LeBron. Ouais, dans ta jeunesse, avant que tu sois professionnel. Même au début du journalisme, mais je le montrais pas. Bon, que je le montrais pas à l'écrit, mais j'ai détesté LeBron à un moment, mais après, tu es obligé de respecter quand même. Enfin, détester, non, pareil, j'ai pas détesté en fait, j'étais juste un hater dans le sens fan, et mec qui est opposé à fan, mais non, jamais détesté un mec. En plus, en tant que journaliste, on est, alors pas que les journalistes, mais nous, quand on se retrouve à bosser sur ces mecs-là, on en apprend un peu sur leurs histoires et leur personnalité. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, tu t'attaches toujours au personnage, donc c'est pas possible de détester un mec. Après, en tant que journaliste, c'est quand tu as des mauvaises interactions avec des mecs, en fait, c'est tout. Enfin, souvent, tu te dis, oh, il n'a pas été cool, donc quand tu le vois jouer, tu te dis, tu retiens la mauvaise interaction souvent. Quoi. Moi, je sais pas, ça m'a fait ça avec de Marcus Cousins, par exemple. Enfin, je sais pas, bon, après, c'était pas personnel, hein, il m'avait pas envoyé bouler que moi, mais il était vraiment pas sympa ce jour-là, le jour où je l'ai vu. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais en tant que fan, moi, j'aimais pas les mecs qui défonçaient les équipes que je supportais. Donc, ça incluait Kobe et Shaq. Voilà, les trucs comme ça. Non, j'allais juste dire, après, voilà, nous, on est aussi habitués à faire la part des choses par notre métier. Tu vois, même ce que tu dis, un mec qui est désagréable avec toi en interview, ça n'empêche pas que quand tu écris l'article, tu mets ça de côté, en fait. Bien sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment dans la musique, d'être déçu d'interviews de musiciens que j'adorais. Ça m'a pas empêché de continuer à adorer leur musique. C'est juste, tu dis, bon, bah voilà, l'interaction n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais, mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas derrière tenir, tenir rigueur. Voilà, exactement. Merci Antoine. Incroyable, c'est moi qui trouvais une expression. Notons ce jour. Magnifique. Et voilà pour la dernière question du jour. Il y en avait encore plein de côtés. Désolé de ne pas avoir pu tout poser. On en garde de côté pour d'autres. Renvoyez, et surtout continuez à renvoyer s'il y en a une qui vous tient vraiment à cœur et qu'on n'a pas pu poser. Parfois, vous avez pu voir que en insistant, on arrivait à les caler dans l'émission suivante. Donc, continuez comme ça. Merci pour tous vos messages et vos mails. Toujours adorables et super sympas. Yes, merci à tous. N'oubliez pas demain le rendez-vous du dimanche, le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Bonne journée. Ciao. Ciao.